a déjà utilisé Angular? Il y en a pas mal qui connaissent. Et qui est inquiet à propos de la version 2? Par l'arrivée de la version 2? Pas tant que ça finalement. C'était pas la peine alors. Faut faire circuler si vous voulez un sticker. Donc on va parler surtout des conséquences de l'arrivée de la version 2 et sur ce que ça fait sur le calendrier qu'il faut attendre à peu près, même s'il n'y a pas de date à annoncer bien sûr. Et avec ce que ça implique maintenant, est-ce que c'est encore pertinent de démarrer sur la version 1, est-ce qu'il faudra migrer, comment s'y préparer, ce genre de choses. Et globalement, l'idée c'est qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a encore du temps avant que la version 2 soit terminée, soit répandue. La version 1 elle va durer un peu. Vous savez ça, vous saviez ça? De quel livre? Oui, le guide de Tarkaren. Alors, pour me présenter en 2 mots, donc, je m'appelle Thierry Châtel, je travaille en indépendant, je suis consultant et formateur AngularJS. Surtout formateur actuellement. Presque formateur en continu. J'ai déjà fait 46 semaines de formation en Angular. Et puis voilà, vous avez les informations si vous voulez me retrouver par mail ou sur les réseaux sociaux où je ne suis pas tant que ça finalement. Sur GitHub. Alors cette session c'est un peu par rapport à ce qui s'est passé à NG Europe. Donc à NG Europe, à la conférence qu'il y a eu à Paris au mois d'octobre, il y a eu une présentation par Igor et Tobias de ce qu'allait être le cœur d'Angular 2. Et ça a été un choc, c'était un peu présenté de façon abrupte. Et du coup, il n'y a qu'à voir ce qui circulait sur Twitter ce jour-là. Ça a beaucoup perturbé la communauté de développeurs Angular. Parce qu'ils ont annoncé de façon très abrupte que les contrôleurs c'était fini, les objets, directives definition object, définition des directives, il y en a plus, de l'arcscope, il fallait oublier, Angular.module c'était du passé, ce serait du passé, Jingulite pareil. Voilà. Donc là, ça a surpris, même si c'était un peu ce qu'ils annonçaient depuis des mois. Dit comme ça, on a l'impression qu'ils jettent Angular et qu'ils partent sur autre chose. Pas mal de tweets qui circulaient, humoristiques, ou certains, et après certains un peu plus alarmistes. Donc il y en a qui trouvaient que c'était un peu trop radical, cette histoire, on allait quand même trop loin, c'était une mauvaise blague, que avec notre Angular 1.3, on allait se retrouver abandonné. Alors moi les questions qu'on me pose depuis, c'est est-ce que si je fais une application Angular 1.3, 1.4, peu importe, est-ce que je vais devoir la réécrire et continuer à avoir du support? Alors il y en a d'autres qui me disent des applications qui vont être prévues pour durer, c'est de la grosse application métier, je ne vais pas la refaire souvent, donc ça dure 10 ans. Donc il faut que le framework il dure 10 ans. Ça vient d'un blog. La phrase est un peu longue, mais je pense que ça valait le coup de la citer parce que, à mon avis, il mérite le prix, la palme de la mauvaise foi. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on a besoin de frameworks qui sont supportés à long terme, qui ne sont pas réinventés constamment et réécrits toutes les 5 minutes. Enfin bon, même si c'est caricatural, ça montre qu'il y avait quand même une certaine inquiétude.
il y a toujours, hier j'étais au meetup Angular, il y en a encore qui me posaient les mêmes questions. Donc comment faire, comment se rassurer déjà soi-même et pouvoir rassurer aussi les managers qui décident d'utiliser ou non Angular pour les nouveaux projets. Alors, en tout cas, il n'y a pas eu de rapport de l'OMS qui indiquait d'augmentation de consommation d'antidépresseurs chez les développeurs Angular à la suite de ça, donc c'est quand même rassurant. Alors 10 ans, quand on dit qu'on a besoin d'un framework web qui va durer 10 ans, est-ce que c'est vraiment sérieux 10 ans sur le web? Est-ce que vous vous rappelez à quoi ressemblait le web il y a 10 ans? Alors, je ne me rappelais pas vraiment, du coup j'ai recherché pour voir le chemin parcouru en 10 ans. Il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, c'était la sortie du framework prototype. Alors les plus jeunes n'ont peut-être pas connu, mais il y a eu une vie avant jQuery. Donc c'était le framework prototype qu'on allait utiliser dans les années qui allaient suivre, puisqu'il n'y avait rien d'autre. C'est pas forcément parce qu'il y a des moyens. Il fallait faire avec. Quelques mois plus tard, allait sortir Scriptaculous. Donc voilà, ça en 2006-2007, ça allait être le top de la modernité quand même. Maintenant ça fait un peu rire. Il y a 10 ans, là aussi, quelques semaines après, c'était le premier emploi de l'acronyme Ajax, pour expliquer qu'il était possible de ne recharger qu'une portion de la page ou d'alimenter un autocomplete dynamiquement. Parce que jusque-là, tout ce qu'on faisait, c'était recharger complètement des pages web. On en était au début de l'utilisation un peu réelle de CSS. On commençait à utiliser des CSS plutôt que des tableaux partout. C'était ça il y a 10 ans. On a déjà un peu oublié, mais... Et du point de vue des utilisateurs du web, les sites qui étaient il y a 10 ans à l'avenir du web, c'était MySpace, Second Life. Évidemment, personne n'avait entendu parler de Facebook, ce qui n'existait pas encore. Donc voilà, il y a 10 ans, bon, je pense qu'un framework web qui dure 10 ans, c'est pas possible. Parce que le web d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans, et dans 10 ans, ce sera encore certainement quelque chose de complètement différent. Mais quand même, si on regarde la timeline d'Angular, historique, alors bon, les premiers prototypes en 2009, c'était Discovery qui jouait chez lui avec un copain. C'était même pas chez Google. Mais la première version stable, la version finale, c'est 2012, juin 2012. Donc là, Angular 1.0, première version stable, même si on pouvait déjà l'utiliser en version bêta avant. La 1.2 est sortie, c'était il y a 2 ans, le jour du DevFest à Nantes, en novembre 2013. La 1.3 à peu près un an après, donc fin 2014. La 1.4 est sortie en bêta, donc logiquement on l'aura en 2015, c'est comme ça. La suite, c'est complètement spéculatif, puisqu'il n'y a aucune date annoncée. Bon. Sur les versions, le passage de la 1.2 à la 1.3, ou de la 1.0 à la 1.2, alors que les changements sont utiles, mais enfin quand même absolument pas majeurs. C'est peut-être, en termes de fonctionnalité, c'est 5% en plus, un truc comme ça. Ça a pris un an. Entre la bêta, la release candidate, avant que ça arrive en version finale. Bon, vu où on est Angular 2, c'est pas pour cette année, au moins la version finale. Au mieux, on peut espérer avoir peut-être une bêta pour commencer à jouer avec avant la fin de l'année, pour arriver à faire tourner un peu plus que Hello World. Sinon, ce sera plutôt 2016. Peut-être qu'à la fin 2016, on aura la version finale. Ou après. Mais bon, c'est pas pour tout de suite encore. Et ce qui a été annoncé, c'est que l'équipe de Google supporterait la version 1, la branche 1, encore 1 an et demi à 2 ans après la sortie de la version 2 finale. Donc
ça veut dire peut-être fin 2018, voire 2019, quelque chose comme ça, pour la fin du support de la branche 1. Ça veut dire que c'est quand même pas pour tout de suite. Il y a de quoi jouer avec Angular 1, développer des projets, ils vont tourner longtemps. Surtout que l'arrêt du support par Google, ça ne veut pas dire que les applications ne tourneront plus. Chez une grosse communauté, il y a quelques petites modifs à faire par rapport à l'évolution des navigateurs. Je ne sais pas trop comment ils seront en 2018 ou 2019. Il y aura sûrement du monde pour la faire. Je pense que la version 1 elle marchera encore après 2020. Donc on n'en est quand même pas sur un cycle de 5 minutes. Comme d'autres l'ont dit. Il ne faut pas lire tout ce qui est écrit dans les blogs. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les blogs. Alors par contre, vu tout ce qui est annoncé qui va disparaître, est-ce que c'est encore Angular? Ou est-ce qu'ils ont juste gardé le nom parce qu'il y avait du succès, mais c'est un framework complètement différent? Parce qu'il y aura plus de contrôleurs, plus de $scope, plus d'Angular.module, enfin plus les modules actuels. La syntaxe des directives change, la syntaxe des templates aussi, la syntaxe d'injection des dépendances. Alors on peut se demander effectivement s'il reste quelque chose. Alors il va rester beaucoup de choses. Et finalement, le but, c'est pas de réinventer le framework, pas du tout. C'est la même vision qui va être réimplémentée de façon un peu plus carrée, un peu plus cohérente et avec les technos actuels ou du futur. Donc il ne s'agit pas du tout d'aller réinventer Angular, ça reste Angular, les principes restent les mêmes, il y aura des changements d'habitude, forcément. Des choses qu'on écrivait à un endroit qu'on écrira ailleurs parce que c'est plus simple, plus cohérent. Mais on s'y retrouvera. Ceux qui connaissent les concepts du framework les retrouveront un peu recarrossés. Alors est-ce que c'est un pari risqué? Bien sûr. C'est jamais gagné d'arriver à imposer, enfin du moins, à ce que la communauté adhère à une nouvelle version qui est quand même changement important qui oblige à changer la façon d'écrire les applications, voire à migrer, à réécrire certaines applications. Il y en a eu plein des frameworks comme ça qui ont fait une version un peu de rupture. On a mis quelques-uns en vrac, Struts 2, toute la partie web était complètement différente, Symfony 2 aussi, ils ont changé beaucoup de choses, Play 2 encore plus. GSF2, ils sont allés. Enfin, c'est surtout en interne que ça a changé la façon d'écrire les composants, ce genre de choses. Tapestry 5, là c'était sûrement le changement le plus radical. Parce que son auteur, World Leadership, c'est quelqu'un de très brillant, mais qui a beaucoup d'idées, et puis après la version 4, il est arrivé avec plein d'autres idées, il a tout jeté, et hop, j'ai eu plein d'idées, on recommence, on fait autre chose. Tapestry 5, qui était un bon framework, mais après les entreprises ont du mal à suivre. Là c'était vraiment tous les 2 ans on jette tout. Il y en a qui ont suivi, j'en ai rencontré la semaine dernière, c'est les premiers que j'ai rencontrés qui faisaient encore du Tapestry. Mais en fait c'est un bon framework qui a été plombé par un changement trop violent. Parce que là il était radical. Du coup, voilà, qui a investi longtemps sur une techno, si on y en prouvait une qui est effectivement meilleure mais complètement différente, ça peut être difficile. Et maintenant l'auteur de Tapestry ou World Leadership, il fait de l'Angular. Pour la petite histoire. Il continue à maintenir Tapestry, mais il tweet de temps en temps sur ce qu'il fait avec Angular. Alors voilà, le risque c'est que la communauté ne suive pas, ou essaye de rester sur l'ancienne version, fasse des forks, un ou plusieurs forks éventuellement concurrents, fait que ça s'éparpille et peu à peu elle va abandonner le framework. Le risque est réel, ça peut se produire et dans cette liste-là il y a des changements qui ont été certains des succès et puis d'autres des échecs ou demi-échecs. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est la migration, parce que
pas facile de suivre en termes de connaissances, de compétences. Il y a besoin de réapprendre à développer sur une nouvelle version s'il y a pas mal de différences. Éventuellement porter des applications. Il y a tout l'écosystème de librairie ou autre qui a besoin d'être porté aussi. Au moment où la nouvelle version sort, toutes les librairies, les directives que vous utilisez, elles ne vont pas être en Angular 2. Donc c'est quand même un gros travail. Donc c'est un pari risqué. Alors pourquoi le font-ils? Si effectivement il y a quand même des risques. Le fait de changer comme ça de version, c'est jamais certain que ça va marcher. Pourquoi le faire? Pourquoi prendre un tel risque? Déjà parce que c'est nécessaire. Le Angular 2, comme pour beaucoup de frameworks, le design for the future, parce qu'il va s'appuyer sur les technos qui sont en train de s'installer dans les navigateurs. Certaines sont déjà là. Il va être plus pensé pour les périphériques mobiles. Actuellement, il y en a qui font de l'Angular, des applis Angular packagés avec PhoneGap sur mobile. Ça se fait, ça marche. Mais le framework n'a quand même pas été vraiment pensé pour ça. Son système de modules ne permet pas de chargement dynamique de modules. Des choses comme ça qui seraient ça pourrait être plus optimisé pour les périphériques mobiles. Pour marcher sur un smartphone, on peut faire mieux. Évidemment, un framework qui va durer maintenant des années ne pourra pas faire l'impasse des web components, surtout qu'Angular, avec les directives, propose un système de composants. Ça ne peut pas être déconnecté de ce qu'il va y avoir nativement dans les navigateurs, ce qu'il commence à y avoir. ECMAScript 6, qui devrait normalement être, la norme doit être finalisée cette année. Là aussi, c'est pas possible d'avoir un framework qui mise sur l'avenir en ECMAScript 5. Donc là, ce sont des nécessités. Ça veut dire que le Angular 1, ça ne peut pas être le framework des 10 prochaines années. Ou même 5. Ça veut dire que de toute façon, il va arriver en bout de course. Et que si c'est pas Angular 2, ce sera un autre framework qui prendra la suite. Donc quelque part, c'est un peu Angular 2 ou autre chose. S'ils ne font pas Angular 2, de toute façon, à terme, les gens passeront sur autre chose parce que comme le 1 ne sera plus au bout du jour, il y aura un framework qui prendra la relève et qui ne serait pas Angular. Donc même si c'est risqué, c'est peut-être encore plus risqué de ne pas le faire. Et le but aussi, c'est de simplifier, d'améliorer ce qui a été fait. C'est assez étonnant quand on voit les conférences que fait Michko Every sur Angular, qui est le père d'Angular, qui a créé ça un peu à la maison, dans son coin, en dehors du boulot. Et pour un framework qui connaît un tel succès, lui dans les conférences, il s'excuse de ne pas avoir fait mieux. Il regrette ce qu'il aurait pu mieux faire ou certaines imperfections de syntaxe dues au langage JavaScript parce qu'il manquait des annotations ou ce genre de choses. Donc ce qu'il voudrait, c'est arriver à quelque chose qui soit encore plus cohérent, encore plus simple à utiliser. Alors là, on a un exemple de la syntaxe envisagée pour écrire un composant, une directive de type composant en Angular 2. Alors ça va être de l'ECMAScript 6, mais un ECMAScript 6 étendu, donc il propose un langage, alors j'en vais dire un langage parce que justement il a dit que c'était pas un langage, il faudra couper au montage de la vidéo, sinon je vais me faire gueuler. Donc c'est pas un langage, c'est des ajouts à JavaScript qui vont apporter du typage et autre chose, et des annotations pour pouvoir simplifier le code à écrire.
ça va soit être basé peut-être sur TypeScript, soit il va y avoir une convergence entre les deux. En fait, c'était pas vraiment défini encore. Pour voir comment ils allaient gérer ça avec l'équipe de Microsoft qui fait TypeScript. Mais l'idée, c'est d'apporter en plus de TypeScript quelques ajouts comme les annotations pour simplifier la déclaration des directives. Ne plus avoir à écrire ces gros objets, ces gros DDO, Directive Definition Object, pouvoir simplement mettre l'annotation sur une classe et ça y est, on a une directive. Ici, la directive, donc c'est une classe JavaScript qui a un constructeur et dans lequel on publie une propriété sur l'instance de cette classe. Mais ça, finalement, ça va être ce qui va remplacer les contrôleurs. Parce que les contrôleurs, actuellement, c'est juste un cas particulier des contrôleurs de directive. Parce que, vous le savez peut-être, ceux qui ont pas mal manipulé Angular, vous avez dû voir qu'on peut mettre des contrôleurs dans les directives. N'importe quelle directive peut avoir une fonction contrôleur qui va être exécutée, instanciée pour initialiser le scope. C'est le rôle du contrôleur. Et donc les contrôleurs qu'on écrit comme des fonctions externes et qu'on va mettre sur des balises avec la directive ngController, c'est juste un cas particulier. Cette directive ngController, c'est une directive qui permet d'externaliser le contrôleur. Au lieu de créer une directive spécifique avec le contrôleur dedans, on utilise ngController et on fournit une fonction contrôleur à part. Cette syntaxe, elle a un sens si c'est un peu lourd de créer une directive. Donc c'est le cas actuellement, il faut créer un objet qui a quelques lignes. C'est lourd, ça ne prend pas 10 pages non plus. Mais ça prend quelques lignes, plus que de créer juste le contrôleur. Alors que là, s'il suffit d'avoir une annotation sur une classe qui a un constructeur, il n'y a plus d'intérêt à avoir un contrôleur, un cas particulier pour faire un raccourci, alors que c'est déjà très court. On ne pourrait pas faire plus court, donc il n'y a plus d'intérêt à faire des contrôleurs à part. C'est pour ça qu'ils disent que les contrôleurs sont supprimés, mais c'est parce que c'est plus des contrôleurs de directive, c'est le constructeur de la classe directive. Mais ça va revenir au même. On a une correspondance. Ce qu'on aurait mis dans un contrôleur externe avec un ngController, là on donne un nom de directive et on le met dans le constructeur. Donc ici, this, ça va être ce qui remplace le scope. En version 1, on publie dans $scope, on injecte au contrôleur. Ici, this, c'est le contexte, c'est l'objet sur lequel vont être évaluées toutes les expressions. Quand on utilise la directive, ce que celle-là, elle était peut-être au-dessus. Bon, en fait, tout ça, c'est dans le contexte de cette directive. Donc le new to do title, voilà, ici, on fait un binding dessus. C'est évalué, on a directement la valeur qu'on a publiée ici. Donc on n'a plus de contrôleur, on n'a plus $scope, on a quelque chose de complètement équivalent, mais dans une syntaxe plus générale. On n'a plus besoin d'avoir ce cas particulier des contrôleurs. Les templates, alors ça c'est la syntaxe qui a été montrée à NG Europe. Ce sera peut-être ça, mais c'est pas sûr. Ne vous focalisez pas forcément là-dessus parce qu'elle est en discussion, il y a Elle a un côté élégant cette syntaxe, mais elle est assez inhabituelle par rapport à ce qui se fait en HTML. Donc apparemment la norme HTML permet de mettre des crochets value, enfin de mettre des noms d'attributs qui ont des crochets ou des parenthèses ou d'autres caractères. Mais il y a des outils avec lesquels ça passe pas, c'est pas valide en XML, donc pour diverses raisons ça pose des problèmes aussi. Même si c'est du HTML5 valide, il se pose la question de partir là-dessus. Il y aurait l'avantage de la lisibilité, mais qui pose des problèmes avec divers outils. C'est en discussion, c'est pas sûr que ce sera ça au final. Mais en fait, c'est pour montrer quelles sont les idées. L'idée, c'est
d'éviter les cas particuliers, d'avoir quelque chose de beaucoup plus carré qu'en version 1. Parce qu'en version 1, si on regarde ce qu'on a dans les valeurs des attributs, le plus souvent, on a des bindings, donc la valeur de l'attribut, c'est une expression Angular. Il va être passé au parseur d'expression et il évalue ça. Donc ça va être un binding qui est réévalué à chaque fois s'il y a un watch. Ou alors, sur un événement, c'est une expression qui est déclenchée quand l'événement se produit. Mais il y a des exceptions. Quand on met un ngRepeat, la valeur de l'attribut, ça va être un nombre de variable, in, une expression, item, in, list. Tout ça, c'est pas une expression Angular. C'est pas ça qui est passé au parseur d'expression. Il fait un découpage par expression régulière pour récupérer le nom de la variable, il cherche le in, et c'est ce qui est après le in qui est évalué comme une expression. Quand on fait des ng options, pareil, il y a d'abord un découpage, on n'a pas une expression Angular. On a plutôt plusieurs expressions Angular et des noms de variables, etc. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est éviter ça, c'est avoir une syntaxe beaucoup plus carrée. Donc, moi, je me rends compte en formation à l'expliquer, cet attribut-là, c'est une expression, c'est pas une expression, ça perturbe au début. On s'y fait, une fois qu'on le sait, c'est plus un problème. Mais enfin, si on peut éviter d'avoir ce genre de choses, si on a toujours une expression dans la valeur de l'attribut, c'est quand même plus cohérent. Donc là, l'idée, c'est que pour un ngRepeat, le nom de la variable, on le sort ici. Dans le nom de l'attribut, on aurait un ngRepeat pipe to-do, qui est le nom de la variable, et ça, c'est complètement une expression Angular. Là, maintenant, il n'y a plus un cas particulier pour gérer cette directive. Le contenu de la valeur de l'attribut est entièrement une expression Angular. C'est vers ça qu'ils veulent arriver, de ne plus avoir de cas particuliers, de bizarreries dans la syntaxe, même si ça reste tout à fait utilisable. C'est avoir quelque chose de plus cohérent. Donc là, ce qui est proposé, c'est les bindings comme ça, entre crochets. Du coup, il n'y a plus de ngModel non plus. Bon, là, ce serait un binding value qui reprend la valeur de ça. Ici, il est répété avec la variable to-do. Et les événements, entre parenthèses, du coup, parce que là, c'est une expression, mais qui n'est pas surveillée. C'est pas un binding, c'est juste une expression évaluée au moment où on clique, ou ici aussi, voilà, au moment où on clique, ça va évaluer cette expression Angular. Donc, ça surprend au début, mais finalement, ça peut être très élégant comme syntaxe. Bon, c'est pas sûr qu'ils retiennent ça, sinon, l'autre alternative qui est proposée, c'était un ngRepeat, ng-repeat, tiré-to-do, enfin, quelque chose comme ça. Si vous voulez, s'ils ne retenaient pas l'idée des crochets du séparateur pour les paramètres de la directive, passer en dehors de la valeur de l'attribut. Donc voilà, là globalement le Angular 2, ce sont les mêmes idées, ce sont les mêmes concepts, ils améliorent l'implémentation et ils partent là-dessus. Il va s'appuyer sur tout ce qui se fait actuellement, les web components, être beaucoup plus modulaire et autres pour les mobiles, et bien sûr entièrement écrire avec JavaScript 6. Je n'ai pas précisé cette syntaxe AddScript ne sera pas obligatoire parce que ça va générer du JavaScript et rien n'interdira d'écrire directement le JavaScript. Donc ça, ce sera transformé en syntaxe qui ressemblera plus à ce qui se faisait en version 1. Il n'y aura pas d'obligation de faire du AddScript avec les directives. Ce sera possible d'écrire directement quelque chose comme c'est fait actuellement. Donc est-ce que c'est encore pertinent de démarrer en Angular 1? Comme disait Brad Green à ngEurope, Angular 1, c'était le 1.3, c'est le meilleur Angular à ce jour. Le 2, il est encore loin de sortir.
c'est le meilleur Angular et c'est un framework qui a un très gros succès. Ça, c'était un camion publicitaire au Google I.O. Bon, c'est pas tous les jours qu'il y a des camions avec de la pub pour des composants Angular qui circulent dans la rue, mais enfin, c'est quand même pour montrer que ça. Moi, je pense qu'en 20 ans de carrière, j'ai pas vu un framework qui se répande comme ça, comme une traînée de poudre, parce qu'il est arrivé vraiment au moment où on avait besoin de faire ce genre d'application réactive et autres, et il n'y avait pas d'outils. Essayer de les faire en jQuery, c'était juste une catastrophe. Donc il est arrivé pile au moment où il y avait un besoin évident, et ça commence à être utilisé de partout. Donc la version 1, elle est là pour longtemps. On peut l'utiliser tranquille, il y aura un support officiel, probablement vers la fin 2018, et elle continuera à marcher derrière. Donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas garanti pour 10 ans évidemment. Enfin, 10 ans ce serait farfelu. Mais c'est sûr que pendant quelques années, il n'y aura aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative à Angular? Si on doit démarrer un projet actuellement, une grosse application web. Alors le framework qui ressemble le plus à Angular, c'est AngularJS. C'est le seul qui est vraiment sur le même créneau. Framework stack complète pour faire une appli web. Une appli de gestion des données, du binding. AngularJS, c'est un framework qui marche bien. Il y a des fonctions un peu différentes de l'Angular, c'est pas exactement la même vision, mais enfin c'est quand même assez apparenté. Par contre, l'adoption elle est quand même beaucoup plus faible. Si vous regardez sur Google Trends, il y a un facteur 50 entre les deux. Il y a une communauté qui est active mais plus restreinte. C'est un choix plus original, plus exotique. Mais bon, ces utilisateurs ont l'air d'en être très contents. C'est une alternative tout à fait bien. Vous avez sûrement entendu parler de React. En React, là, on n'est pas du tout dans le même genre de framework. Avec Angular, il se retrouve sur pas grand-chose. Sur une partie des directives d'Angular. C'est un framework plus bas niveau qui oblige à écrire beaucoup plus de code, qui peut être plus complémentaire d'Angular qu'autre chose. Il y en a qui font des directives Angular pour encapsuler un composant React, quand ils ont besoin d'avoir un composant plus performant, si c'est le cas avec React. Le fonctionnement n'est pas le même, il n'y a pas énormément de binding comme avec une appli Angular. Donc on peut, en gérant ça plus finement avec React, dans certains cas avoir des composants plus réactifs. Donc pourquoi pas de temps en temps, si on a besoin de faire un composant un peu complexe qui va avoir plein de données, pourquoi pas afficher un arbre ou autre, utiliser React pour créer ce composant dans une directive Angular. Sinon, on n'est pas du tout React, c'est pas du tout actuellement en tout cas un framework complet pour écrire une appli. Donc plein de bouches. Donc globalement les alternatives, il n'y en a pas tant que ça quand même. Et elles n'offrent pas forcément beaucoup plus de visibilité sur l'avenir, peut-être même moins. Alors est-ce qu'il faudra migrer une application Angular 1.3 ou 1.4? Est-ce qu'il sera nécessaire de la migrer en version 2? Ça dépend de la durée de vie prévue pour ce client Angular, pour la partie cliente de l'application. Si vous comptez la mettre à jour, refaire l'ergonomie ou autre dans 3-4 ans, c'est pas forcément pertinent d'aller la migrer avant, juste pour dire je suis en version 2. Je dirais que si c'est pas quelque chose qui doit durer 5 ans, migrer pour migrer, ça n'aura pas vraiment de sens. Au moment où vous ferez la prochaine version, vous passerez en Angular 2, voilà, ce sera la bonne occasion. Parce que quand il y en a qui disent qu'ils ont besoin
que l'application soit, que le framework soit supporté parce que leur application va durer longtemps. Il faut quand même se rappeler que Angular c'est seulement la partie cliente, c'est seulement le client web. Quand on est dans un projet, une grosse application, en général la plus grosse partie ça va être base de données, serveur, l'API serveur, où on va avoir tous les traitements métiers, tous les genres de choses. Le client Angular, ça peut être 20 ou 30% du projet, peut-être. Et dans cette partie Angular, il y a beaucoup de choses qui vont rester, qui ne seront pas changées. Les templates, là, il y aura plus de modifications. Mais tout ce qui est service ou autre, si vous avez bien isolé l'essentiel de votre code dans des services métiers, bien séparés, tout ça vous reprenez. Donc finalement, ce qui va être vraiment impacté par le passage de la version 1 à la version 2, ça va être peut-être 20% de votre application, de votre client web qui représente lui-même 20 ou 30% du total. C'est pas dans 3 ans on jette tout et il faut tout réécrire. Et puis les développeurs d'Angular ont annoncé que quand la version 2 serait un peu plus finalisée, au moins en version bêta, une bêta qui tourne utilisable, ils se pencheraient sur la migration. Je vous ai montré les contrôleurs qui finalement pourront être faits avec des constructeurs de directives. On peut imaginer des outils de migration, il y a des correspondances et c'est possible de faire au moins une partie automatiquement. Quand on voit la liste de tout ce qui a été annoncé comme supprimé, ça impressionne, on se dit qu'il n'y a aucune chance, ça n'aura rien à voir. En fait, il y a quand même beaucoup de ressemblances et ce sera possible d'avoir des passerelles entre les deux. Alors déjà, si on veut se préparer efficacement à la version 2 et être capable de s'adapter rapidement, voire de migrer certaines petites applications en version 2. Alors est-ce que vous connaissez la syntaxe contrôleur as? Il y en a qui l'utilisent? Quelques-uns. Alors c'est une syntaxe optionnelle d'Angular, notamment dans la directive ngController, mais pas seulement. Dans les définitions du routage aussi. C'est une possibilité qui consiste à... On met ngController égale le nom du contrôleur, as, un nom de propriété, sous lequel l'instance du contrôleur va être publiée dans le scope. C'est une approche un peu différente, où tout ce qu'on doit fournir comme contexte d'évaluation des expressions du template, on ne va pas le mettre dans $scope, on le met dans l'instance du contrôleur. Donc dans le contrôleur, on met ça dans ZIS. Et c'est le contrôleur lui-même, l'instance du contrôleur, qui est publié dans le scope. Donc ça, c'est beaucoup plus proche de la syntaxe que je vous ai montré ici, où on avait le constructeur qui publie dans ZIS ce qu'on peut utiliser dans le template. La syntaxe contrôleur as, c'est pas un constructeur, enfin c'est pas un constructeur si, c'est une fonction. La fonction contrôleur de toute façon est appelée comme constructeur. Et elle va aussi travailler sur ZIS, et tout ce qu'on met dans ZIS sera accessible. Alors pas exactement comme ça, parce que si on met contrôleur as CTRL par exemple, ici il faudra mettre CTRL point la donnée. Le ZIS ne sera pas en Angular 1, quand on utilise contrôleur as, un nom de variable, ZIS n'est pas le contexte d'évaluation de l'expression. C'est un objet qui est publié dans le contexte, qui est un objet intermédiaire. Enfin, il y a une plus grande ressemblance. Donc ça peut être déjà quelque chose qui rend le passage un peu plus facile. Alors après, ça va être la première chose, ça fait des années que je le recommande, et c'est encore plus vrai, c'est d'isoler tout le code métier de la partie Angular, de l'application client, dans des services. On fait des services où on isole bien chaque fonctionnalité. On ne met surtout pas JavaScript dans le contrôleur. Les services, à part
avec AdScript, ça va utiliser les annotations pour injecter les dépendances, mais à part ça, les services, ils vont marcher pareil. En Angular 2, ce code-là, vous le conserverez. Donc isoler tout ce qui est code fonctionnel, code métier, tout ce qui peut être isolé en général, ça peut être, vous faites des services qui vont gérer de la validation, qui vont gérer l'état, si vous devez conserver un état, le dossier courant sur lequel travaille votre application qui a été chargé. Plutôt que de l'avoir directement dans le scope, faites un service qui fournit, qui gère cet objet, l'objet courant, qui va fournir différentes méthodes dessus. Et vous pouvez publier le service dans le scope. Mais ça vous permet, dans tous vos contrôleurs et autres services, d'injecter ce service-là concernant l'objet courant. Donc d'avoir un code qui ne dépend plus de $scope qui sera supprimé. Donc si vous faites ça, déjà il y aura toute une partie du code qui ne sera pas dans vos contrôleurs et qui ne sera pas à reprendre. Dans la version 2, on va travailler qu'avec des directives. Il n'y aura plus de contrôleurs qui ont été externalisés. Chaque fois, on fera des directives. Donc si déjà vous faites pas mal de directives, dès la version 1, plutôt que de tout mettre, d'avoir un gros contrôleur qui va publier plein de choses, qui va appeler... Le contrôleur, globalement, c'est un peu l'intermédiaire entre les services et le template. C'est lui qui, de toute façon, il doit fournir les données qui vont servir à évaluer, avec lesquelles vont être évaluées les expressions du template. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il appelle les services, il récupère les données et il met ça dans le scope. Ou dans ZIS si on utilise la syntaxe contrôleur as. Mais on peut très bien créer des directives. Donc des directives qui prennent des paramètres dans des attributs, dans un ou plusieurs attributs, et qui, à ces directives, on injecte les services et ce sont elles-mêmes qui vont utiliser ces services et publier ça dans le scope. Donc, il y a des choses qu'on mettrait dans les contrôleurs et finalement il suffit de créer une directive à laquelle on injecte les bons services et elle va faire tout le boulot et on n'a plus à l'écrire dans les contrôleurs. Donc tout ce que vous mettez en directive, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des directives partout, c'est un peu plus lourd en version 1.3 ou 1.4. Mais s'il y a des choses qui reviennent souvent et que vous pouvez mettre dans des directives pour réduire les contrôleurs, c'est très bien, ça fera moins de code à reprendre si vous voulez le migrer. Et les directives, bien sûr, vont servir aussi à factoriser les templates. Si vous avez des morceaux de templates qui reviennent partout, faites des directives, vous mettez ça dans le template de la directive, et du coup, il n'y aura plus qu'un seul endroit où vous modifiez, plutôt que de l'avoir à plein endroit. Donc, si vous faites un code aussi factorisé que possible, il y aura beaucoup moins de migration à faire. Le premier conseil, si on veut pouvoir migrer une application, c'est d'essayer de faire le code le plus clair possible. Parce que puisque ce qu'on va réellement utiliser ou que la quantité de code apporté, c'est le fait de pouvoir le relire et de comprendre ce qu'il fait qui va vous aider. Donc ça fera une différence primordiale. Et puis le deuxième conseil, évidemment, c'est d'avoir des tests. Si vous devez faire une grosse migration d'application et que vous n'avez pas de test unitaire ou fonctionnel, ça va être plus compliqué. Si vous avez un bon jeu de test, vous allez pouvoir y aller avec beaucoup plus de sérénité, en sachant que ce qui marchait continuera à marcher. C'est important. Donc finalement, ça revient aux bonnes pratiques dont on parlait depuis des années sur Angular, isoler le code dans les services, de développer avec les directives. Ce sont ces bonnes pratiques qui sont encore plus mises en avant dans la version 2. La version 2 va être un peu plus cohérente et plus aboutie. Il y aura encore plus de raisons d'utiliser ces bonnes pratiques. Donc il y a déjà, vous avez déjà un code plus propre et ce code est plus adapté à une migration vers l'avenir. Donc pour conclure, je
choisir Angular aujourd'hui, c'est un choix risqué parce que n'importe quel choix est risqué. Même de ne pas faire de choix, c'est risqué. Mais c'est peut-être le moins risqué parce que c'est quelque chose qui marche, c'est la solution rodée, qui est encore là pour des années et pour laquelle il y a un futur qui est annoncé, qui est Angular 2. Donc plutôt que de penser, comme beaucoup le pensent, que l'annonce un peu abrupte de tout ce qui allait changer dans Angular 2 risquait de détourner les développeurs d'Angular, de faire craindre pour l'avenir d'Angular, c'est le contraire, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Ça veut dire que derrière Angular 1, il y aura une nouvelle version qui correspondra aux nouveautés du web et qui sera là pour des années. Donc moi je pense vraiment que la V2 c'est un gage d'avenir. C'est plutôt s'il n'y avait pas de V2 annoncé qu'il faudrait s'inquiéter, parce que ça voudrait dire que dans 2-3 ans, Angular allait péricliter. Alors que là, il y a vraiment un avenir au framework, une nouvelle version qui permettra elle aussi d'utiliser ça pour 6-7 ans comme la première version. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du choix qu'ils ont fait d'utiliser TypeScript alors qu'ils ont apparemment Google Dart. Cette annonce-là m'a rassuré sur Angular, mais par contre pas sur Dart. Moins sur Dart. C'est vrai que là-dessus, il n'y a pas vraiment d'annonce de Google. Enfin, il n'y a pas forcément ce qu'il faudrait pour rassurer sur Dart. C'est pas très visible du coup. Que ce soit au niveau de l'équipe d'Angular, Dart qui est même pas adopté dans Chrome. Il est dans Chromium, mais pas dans Chrome. Bon, je sais pas. Moi je pense que j'y crois pas beaucoup à l'avenir de Dart, franchement. Si chez Google ils y croient pas eux-mêmes, en dehors de l'équipe Dart. Dans le Chrome, ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas supportés. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de Polymère? De Polymère? Oui. Là, Polymère, c'est important. Enfin, là, Par rapport à Angular 2, donc qu'est-ce que l'évolution de Polymère par rapport à ça? Alors, c'est pas annoncé vraiment dans le détail, mais il y a une convergence qui se fait. Ouais. Parce que vous avez dit mobile, vous avez dit JavaScript version 6 et Web Component, et c'est ces trois-là. Mais c'est encore en phase bêta. Ouais, là-dessus, oui, il y a des parties. C'est la 0.5, la 1 est annoncée en 2015, en mai-juin. Oui, mais enfin, la V2 d'Angular, il y a des choses qui sont juste des idées au brouillon. Sur des comptes rendus de réunion qui ne sont pas implémentés, mais ils ont clairement dit qu'une partie des directives, les directives de type composant, allaient s'appuyer sur Shadow DOM et les web components. D'accord. Qu'est-ce que ça donnera au final exactement? Parce qu'ils ne jouent pas sur plusieurs tableaux, ils ne savent pas où ils vont et non, ils lancent. Parce qu'ils veulent faire un framework avec Polymère, je pense aussi. Ils vont dans cette direction-là aussi. Ils ont déjà fait en partie. Oui. En partie, oui. Oui. Là, Angular, ils veulent faire un Angular pour l'avenir. Donc, pour l'avenir, il faut forcément qu'ils s'appuient sur ce qui existe, qui commence déjà à exister dans les navigateurs avec le Shadow DOM. En fait, les web components en général, c'est pas possible d'avoir un système de composants à côté qui sera forcément moins performant. De toute façon, Polymère aujourd'hui c'est une glue. C'est une glue, c'est polyfill quoi. Donc c'est fait pour supporter le standard des web components de demain. Mais, et Angular pour moi c'est du MVC, tu vois, c'est un truc que tu utilises pour structurer ton appli. Mais après, tu fais un pari sur 3 ans pour Angular et tu fais un pari sur Polymère aussi, c'est pas pareil. Bah oui, mais tu structures pas ton appli Polymère, c'est pas la même chose. Polymère, c'est juste une partie, un pan, tu vois, de l'avenir du web avec les components.
Mais il y avait eu un framework qui était sorti, framework applicatif sur Polymer, je me souviens plus. Bah ouais, mais du coup c'est un framework applicatif sur Polymer, c'est pas... Oui, c'était pas Polymer, voilà. Oui, tu vois, enfin Polymer de base pour moi c'est pas fait pour, c'est juste fait pour répondre au fait de mettre à dispo pour tout le monde les web components. D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez qu'utiliser actuellement TypeScript avec Angular, ça permettra de migrer plus facilement sur la version 2 ou pas du tout? Au niveau de la syntaxe, c'est vrai, oui. Oui, bien sûr, puisque AdScript, ça va être quelques ajouts à TypeScript. Alors, TypeScript actuellement, il n'utilise pas la syntaxe ECMAScript 6. Ouais, mais il va migrer progressivement vers, donc... Progressivement, donc AdScript, ce sera un TypeScript ECMAScript 6. Ah ouais, et donc oui, ça va être un mix. J'en ai vu récemment qui utilisait TypeScript avec Angular sur de la grosse appli pour pouvoir faire du refactoring avec la TypeScript qui signale les erreurs sur ce qui a été typé. S'il y a des erreurs, quand il change un type d'un côté, hop, on voit tous les impacts. Et comme ça ressemble plus au langage AdScript, ça peut être déjà une bonne option. D'accord. Oui, pour la V2, j'avais une implémentation de l'action de dépendances qui avait été sortie, on en a vu la part. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de docs qui parlent un peu de la V2, des idées. Est-ce qu'il y a du code, il y a des tests, des protos qui sont... on peut voir le code un peu pour voir les avancements? Il y a un défaut sur GitHub, alors pour l'instant... Ils arrivent à faire tourner un peu plus comme Hello World, mais enfin c'est pas encore très avancé non plus. Il y a des parties isolées qui sont plus avancées, il n'y a pas une bêta de l'ensemble encore. Ouais. Il y a des portions de code. Il y a des portions, oui. Oui, je ne vais pas dire le lien, mais enfin, on peut voir déjà ce qui a été écrit. Pour l'instant c'est très loin de pouvoir être utilisé pour écrire de l'application. Il y a encore du boulot. Question.